Voilà, donc bonjour à tous. Je m'appelle Barry Ibrahima. Je suis étudiant en master de finance à la faculté d'économie de Montpellier. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment implémenter la formule de Black-Scholes sur VBA afin de pricer des options. Voilà. Donc, je tiens à rappeler quand même qu'il y a plusieurs autres méthodes numériques qu'on peut utiliser pour faire le pricing d'options. On a la méthode par simulation de Monte Carlo, on a la méthode par exemple Binomio. Alors, je pense que ces deux méthodes, je les ferai dans une autre vidéo. Là, cette vidéo, je vais juste traiter le cas de, de Black-Scholes. Je vais implémenter la formule de Black-Scholes. Voilà. Donc, c'est du pricing en utilisant la formule de Black-Scholes. Alors, donc on parle d'options. C'est quoi déjà une option? Voilà, une option, on sait que c'est un contrat qui nous donne le droit et non l'obligation d'acheter s'il s'agit d'une option d'achat ou un call, ou de vendre s'il s'agit d'une option de vente ou un put, une certaine quantité d'un actif appelé actif sous-jacent sur une période donnée à un prix qui a été convenu à l'avance. Voilà. Sur le marché, quand on parle d'options, en général, il y a deux types d'options. Il y a deux grands types d'options. On a les options, les calls et les options d'achat et les options de vente. Mais il y a plusieurs autres catégories d'options. Notamment pour le modèle de Black-Scholes, il est appliqué, on l'applique sur des options européennes, dites de type européen. C'est quoi une option européenne? C'est une catégorie d'options. En fait, c'est des options qu'on ne peut exercer qu'à l'échéance. En fait, si on s'engage, par exemple, si on achète aujourd'hui, supposons qu'on achète un call sur l'indice CAC 40 aujourd'hui, par exemple. Donc, et sur une échéance de 3 mois. C'est-à-dire, disons qu'on s'engage d'acheter ce call sur l'indice CAC 40, supposons à un strike de 20 euros en mars 2020. Donc, cela veut dire qu'on ne peut pas exercer notre option avant mars 2020 qu'il s'agit d'une option européenne. Et donc, ce qui rend, ce qui va nous rendre déjà l'étude beaucoup plus facile. Par contre, on a une autre catégorie d'options qui a les mêmes propriétés que les options européennes, qu'on appelle les options américaines. Alors, les options américaines, elles ont quasiment les mêmes propriétés que les options européennes, sauf qu'elles, on peut les exercer à tout moment. C'est-à-dire à tout moment entre la date de début du contrat et l'échéance. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'attendre la fin du contrat pour l'exercer. Voilà. Donc, ça, c'est. Il y a plusieurs autres catégories d'options aussi. On a les options binaires, aussi appelées des options digitales, c'est-à-dire ces options qui rapportent 1 si ST est supérieur à K ou 0 sinon. C'est-à-dire le mot binaire déjà, vous savez qu'il n'y a que deux possibilités. Et on a aussi une catégorie d'options qu'on appelle les options asiatiques. Alors, c'est des options dans le sous-jacent, pour lesquelles le sous-jacent donc, correspond à la moyenne du prix d'un actif donné sur une période donnée. Voilà. Et à cela aussi s'ajoute une autre catégorie d'options aussi qu'on appelle les options spread. Les options spread, alors ce sont des options pour lesquelles, en fait, ce sont des options ayant un payoff, dont le payoff est égal à l'écart entre le prix de deux actifs. Voilà. Et on a une autre catégorie d'options aussi, qu'on appelle les options barrières, knock-in, knock-out en anglais. Alors, et c'est des options qui ne s'exercent que quand le prix de l'actif, quand le prix de l'actif sous-jacent atteint un certain seuil qui a été fixé à l'avance sur une période donnée. Voilà, donc en quelque sorte, voici une liste non exhaustive de quelques catégories d'options qu'on peut avoir sur le marché. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas abordées ici, mais je tiens encore à préciser que ce qui nous intéresse ici sont les options européennes, c'est-à-dire les options qu'on ne peut pas exercer avant l'échéance.
Voilà. Donc, le modèle, je vous ai déjà dit, donc le modèle qui nous intéresse ici, c'est le modèle de Black Scholes. Le modèle de Black Scholes. Voilà. Alors, c'est qui Black Scholes? Alors, Fisher Black et Myron Scholes, c'était des chercheurs, donc, ce sont des chercheurs donc, qui ont révolutionné ce qu'on appelle l'ingénierie financière par leurs travaux au début des années 1970. Alors, on les appelle les précurseurs de l'ingénierie financière proprement dite, avec un autre chercheur qu'on appelle Robert Merton. Donc en fait, leurs travaux sont apparus au même moment. Donc, ils ont fait un travail vraiment exceptionnel pour pouvoir évaluer les options. C'est qu'il a d'ailleurs les a valu le prix Nobel d'économie. Alors, Myron Scholes et Robert Merton ont obtenu le prix Nobel d'économie en 1997. Malheureusement, Fisher Black est mort en 1995, donc il n'a pas pu profiter de cela. On se doute bien qu'il aurait été parmi les heureux gagnants s'il était vivant. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant Fisher Black, avant eux, les chercheurs euh, essayaient de trouver des formules, essayaient de mettre en place des formules pour essayer d'évaluer l'espérance de payoff d'une option européenne. Sauf qu'il y avait un problème sur quel taux d'actualisation il faut utiliser pour calculer ce payoff, c'est-à-dire pour valoriser ce payoff. Ce qui est quand même un problème, ce qui était un problème à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Fisher Black et Myron Scholes? Ils sont arrivés, ils ont dit, bon, nous on va prendre un modèle qui existe déjà, le modèle MEDAF, le modèle d'évaluation des actifs financiers. Ils se sont appuyés sur ce modèle donc pour essayer de calculer une relation entre la rentabilité requise pour l'option et la rentabilité requise pour l'actif sous-jacent, c'est-à-dire pour l'action, pour l'actif sous-jacent. Alors, ce qui n'est pas un travail facile parce que vous doutez bien que cette relation dépend non seulement du prix de l'actif sous-jacent, le prix de l'action, mais dépend aussi du temps, du passage du temps. Vous allez voir dans nos formules, le temps, le grand T, il a un impact dans presque toutes les formules qu'on va mettre ici. Le temps est très important, le passage du temps est très très important dans l'évaluation des options. Voilà. Euh, et donc, à leurs travaux vient s'ajouter le travail de Robert Merton. Alors, Robert Merton, lui, c'est pas basé sur les hypothèses du MEDAF, du modèle d'évaluation des actifs financiers, ce qui fait que d'ailleurs son modèle est plus général que le modèle de Black et Scholes. Lui, il a essayé de prendre un portefeuille, il a essayé de créer un portefeuille non risqué à partir de l'option en question il a essayé de créer, il a créé un portefeuille non risqué constitué de l'option en question et de l'actif sous-jacent et de l'action de l'actif sous-jacent. Et donc, il s'est posé comme hypothèse l'absence d'opportunité d'arbitrage. C'est-à-dire, étant donné ce portefeuille qu'il vient de créer, il considère l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage. Et vous connaissez cette hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage? Pour faire plus simple, elle signifie quoi? L'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage signifie que l'on ne peut pas, c'est-à-dire si notre recherche, on ne peut pas être riche si on n'est pas riche aujourd'hui. Si ma richesse est nulle aujourd'hui, elle peut être non nulle et supérieure et positive demain. C'est-à-dire que en phrase plus simple, cela veut dire que l'on ne peut pas gagner de l'argent sans avoir un capital initial. Voilà. Donc, il s'est basé sur cette hypothèse, Robert Merton, et donc, il s'est basé sur cette hypothèse. Et cette hypothèse implique aussi que dans un court intervalle de temps, pendant un court intervalle de temps, c'est-à-dire la rentabilité, le rendement de l'action, la rentabilité de l'action correspond au taux sans risque, au petit R, au taux sans risque. Voilà. Donc, il s'est basé sur ces hypothèses-là pour essayer de construire un modèle qui est beaucoup plus général que le modèle de Black et Scholes. Mais généralement, on les associe très souvent parce que leurs travaux sont apparus au même moment et ont révolutionné vraiment, vraiment ce qu'on appelle l'ingénierie financière aujourd'hui. Voilà.
Voici un survol rapide historique de ce qu'on appelle le modèle Black-Scholes. Et maintenant, ce qui nous intéresse déjà, c'est de pouvoir coder cette formule sur VBA. Ah, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire. Euh, Déjà, je vais préparer le terrain ici. Je vais essayer, notre objectif, c'est de pricer. C'est-à-dire, c'est de pricer une option. Alors, pour une option, quelles sont les informations dont on a besoin dans une option? Voilà. Pour pricer une option, on connaît le cours de l'actif. On va supposer qu'il est égal à 49. On connaît le strike, c'est-à-dire la date d'exercice. On va mettre 50 par exemple. On connaît le taux d'intérêt R. Il est égal à, on va supposer qu'il est égal à 5%. On connaît l'échéance, la durée, de grand T. Il est égal à, on va supposer 20 semaines. On va supposer 20 semaines. Alors, il est très important parce que d'habitude, dans la réalité, on essaye toujours d'évaluer la durée en années. C'est ce qui est plus fréquent. Donc pour une question de conformité, on va prendre 20 et comme il y a 52 semaines dans l'année, donc on va le diviser par 52. 20 divisé par 52, il ne faut surtout pas oublier le égal. Égal. Voilà, donc ça nous fait, donc cela correspond, notre durée est de 20 semaines, mais 20 semaines correspond à 0,38 années. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin de la volatilité implicite V. On va supposer qu'elle est égale à 20%. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Q, le taux de distribution de la dividende. Q. Donc, il est égal à, on va supposer qu'il est égal à 3%. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de trouver, de pricer une option selon notre cas. Si on suppose que cette option, c'est un call, notre objectif est de savoir, mon clavier bug, si on suppose que cette option, c'est un call, à quoi correspond le prix de ce call alors? Et si on suppose que c'est un put, à quoi correspond le prix de ce put? Voilà, que nous rapporte ce put. Exactement, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc pour cela, on va aller sur VBA pour mettre du code qui va nous calculer automatiquement en tenant compte de toutes ces informations pour faire le pricing ici. Donc ici, je vais très bien repréciser. S, ça représente le cours de l'action. K, c'est le strike. R, c'est le taux d'intérêt. T, c'est la durée. V, c'est la volatilité implicite. Et Q, c'est le taux de distribution de la dividende, ou le taux de dividende, tout simplement. Voilà. Donc, comment déblayer le terrain là? Je crois qu'on est pas mal. So, we can go to VBA and try to implement our code. So, let's go. De quoi on a besoin? Alors, généralement, donc il faut venir dans l'onglet développeur pour accéder à Visual Basic. Mais généralement, s'il n'est pas activé sur votre compte, il faut aller dans Options, personnaliser le ruban. Personnaliser le ruban. Et voilà, vous avez l'onglet développeur qui est là. Il est là, tout juste là. S'il n'était pas coché, il n'allait pas apparaître sur mon ruban. Donc, moi ici, il est activé. Donc, vous mettez OK. Tout est bon. Donc, il apparaît ici. Donc, pour cela, donc, on peut accéder directement à Visual Basic. Voilà. Et donc, voici notre environnement de travail. On a une feuille qui est déjà prête pour pouvoir saisir notre code. Moi, je préfère réduire pour pouvoir avoir accès c'est-à-dire à tous mes projets et à pouvoir vraiment travailler le plus sereinement possible. Voilà. Donc, so, let's go. And we said, on avait dit que, donc je vais faire quelques précisions. Je vais faire deux précisions. Alors, Black-Scholes, ils ont supposé, dans leur travail, pendant qu'ils travaillaient, ils ont supposé que le cours des actions,
l'évolution du cours des actions est distribuée sur une variable aléatoire, est une variable aléatoire. Alors, on sait qu'une variable aléatoire peut être caractérisée par une loi de probabilité. Et selon Black et Scholes, le cours des actions qu'ils utilisent sont distribués selon une loi normale. Selon une loi normale. Donc, la loi de probabilité est une loi normale. Et donc, pour une loi de probabilité aussi est caractérisée, pour ceux qui ont fait un peu les statistiques, par son grand f de x et son petit f de x. Le grand f de x est appelé la fonction de répartition, est appelée la fonction de répartition. Et le petit f de x est appelé la fonction de densité. Alors, la fonction de répartition, c'est quoi? La fonction de répartition, c'est la fonction qui nous permet de calculer les probabilités cumulées, c'est-à-dire les p de grand x inférieur ou égal à x. À petit x. Et le petit x étant un événement appartenant à l'ensemble, à l'univers oméga, l'univers des possibles oméga. Voilà. En quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Et si on prend petit f de x, le petit f de x, comme je vous l'ai dit, c'est la fonction de densité et elle correspond à la dérivée de la fonction de répartition. C'est-à-dire, si vous avez la fonction de répartition, pour obtenir la fonction de densité, il suffit juste de dériver cette fonction de répartition. Et la fonction de densité, qu'est-ce qu'elle nous permet? C'est elle qui nous permet de calculer les probabilités individuelles, c'est-à-dire les petits f de x, c'est-à-dire les p de xi égale, les p de xi, c'est-à-dire le p de x égale à 1 égale, le p de x égale à 2, p de x égale à 3, p de x égale à 4, p de x égale à 5, ainsi de suite. Voilà. Donc, on récapitule. On a dit donc qu'une variable aléatoire, qui ici pour nous est les cours des actions, peut être caractérisée par une loi de probabilité. Et nous, la loi de probabilité que Fischer-Black ont choisi ici, c'est la loi normale centrée réduite. C'est la loi normale. Et une loi de probabilité peut être caractérisée par sa fonction de répartition et sa fonction de densité. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va essayer d'implémenter, comme nous l'avons dit, la fonction de répartition, la fonction de densité. Ensuite, implémenter notre pricer. So, let's go. Donc, pour VBA, sur VBA, pour faire du code, pour écrire des commentaires, il suffit juste d'ajouter des codes et on a ce qu'on veut. On l'a en commentaire. Donc, on va mettre fonction de répartition de la mon clavier Québec, de la loi normale centrée réduite. De la loi normale centrée réduite. Voilà. Donc, on a dit que c'est une fonction. Donc, sur VBA, on met fonction. C'est fonction de répartition FR. Elle s'appelle FRNCR. La fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, centrée autour de la moyenne et réduite par rapport à l'écart type. Donc, FRNC, X as double. Ensuite, as double. Ça, c'est la première ligne de code. Ceci signifie quoi? Ceci signifie que on a créé une fonction FRNC dans laquelle on va utiliser x comme étant une variable qu'on va utiliser pour les calculs. Mais en même temps, on dit aussi que FRNC as double, que FRNC là, on va l'utiliser comme étant une variable ou une fonction dans une autre formule pour pouvoir faire des calculs. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc, on y va. Là, on a défini la fonction. On va écrire maintenant la fonction, elle est égale à quoi? FRNCR, donc égal. Il se trouve que sur VBA, dans l'application VBA, la loi normale centrée réduite, la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite a déjà un nom. Elle est déjà stockée là-dedans. Il suffit juste de l'appeler. Donc, pour appeler la fonction sur VBA, on sait qu'on met application. On met application. Point. La fonction, elle s'appelle norms_dist. Si on avait pris simplement la loi normale standard, on allait mettre norm_dist. Il n'y aurait pas eu le S. Là, comme c'est la loi normale centrée réduite, donc on met application.norms_dist. Attention, il faut rajouter le X parce qu'on a dit que
on l'avait déjà déclaré la variable. Donc, il faut mettre le petit x. Donc, on a défini la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, aussi simplement que possible. Là, on est prêt. Ensuite, donc, je vous ai dit qu'il va falloir implémenter la fonction de densité. Donc, fonction de densité de la loi normale. Cette fonction qui te permet de calculer les probabilités individuelles. Alors, si on a on sait que si on a la fonction de répartition, on fait obtenir la fonction de densité en faisant la dérivée. Et si c'est la fonction de densité qu'on a, on peut obtenir la fonction de répartition en appliquant l'intégrale. C'est très facile, c'est des calculs basiques qu'on peut faire très très vite. Voilà. Donc, la fonction de densité de la loi normale, centrée réduite. Voilà. So, let's go. C'est toujours une fonction, on a dit. Donc, on a fonction, c'est fonction de distribution, fonction de densité de la loi normale centrée réduite. Donc, on fait la même chose, hein? As double, as x as double, x as double, as double, x as double, as double. Et donc, on a f dncr égale à. Moi, je connais la formule, hein? La formule, elle est égale à application. Non, non. La formule, c'est exponentielle. Donc, de moins x au carré. C'est exponentielle, donc de moins x au carré. C'est exponentielle de moins x au carré. Attention. De moins x au carré, donc, divisé par 2. Le tout divisé par 2 fois le tout divisé par racine de 2pi. Donc SQR donc de 2 fois, donc racine c'est SQR de 2 fois pi. Et puis on connaît la fonction, elle existe, donc 2 fois application donc application.pi. On va mettre comme ça, point pi. Non. Application.pi. La fonction pi, elle existe déjà sur VBA. Ce qui va nous faciliter la tâche déjà, je crois. Ok. Il faut fermer. Voilà. Donc là, on a notre formule. Donc, la fonction de densité, donc on va utiliser pour calculer les probabilités individuelles, c'est exponentielle de moins x au carré divisé par 2, le tout divisé par la racine carrée de 2pi. Voilà, c'est ce qu'on vient d'écrire. Cette formule, vous pouvez l'avoir sur Internet, hein, vous pouvez chercher sur Internet et vous l'aurez en fait. Voilà. Donc ensuite, maintenant, ayant défini ces deux fonctions-là, on peut maintenant implémenter la formule de Black-Scholes que nous connaissons tous. Voilà. Donc, on va mettre pricing, un petit commentaire. Pricing d'une option par Black-Scholes. Voilà. So, let's go. Donc, il faut toujours définir aussi maintenant la fonction. Donc, fonction, on va l'appeler BS. La fonction BS, on va dire call put. BS call put. Alors, on va définir les variables, hein, ce qui est simple, comme on l'a fait ici. Comme on l'a fait ici, on va définir les variables. Alors, les variables, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que ce qu'on a ici. S, K, R, T, V, Q. D'accord? Donc, let's go. Donc, on a S, donc as double, S as double. Ensuite, on a K as double, K as double. Ensuite, on a, il y avait R as double, R as double. Ensuite, on a, après R, on avait, il faut respecter l'ordre là-bas en fait. Après R, on avait T, donc T as double. Ensuite, on avait
V, la volatilité implicite, as double. Et ensuite, on avait Q, le taux de distribution de la dividende, Q as double. Q as double. Voilà. Là, c'est pas terminé. Il va falloir qu'on rajoute une autre variable, une variable caractère qui va nous permettre, qui va nous être très utile devant. C'est elle qui va nous permettre de nous placer dans le cas que nous souhaitons. C'est-à-dire s'il s'agit d'un call, ou s'il s'agit dans le cas d'un call, de sélectionner le cas call. S'il s'agit d'un put, de sélectionner le cas put dans nos calculs futurs. Voilà. Donc, cet élément il est très important. On va l'appeler put, très simplement put call. Put call as string. C'est-à-dire, on va définir put call comme étant une variable caractère. As string. Voilà, string, ça signifie variable caractère. Et donc, tout ça as double. Voilà. Là aussi, on a dit quoi? On a dit que on va créer une fonction blackScalls dans laquelle on va utiliser toutes ces variables comme étant des variables, toutes ces variables, mais aussi on peut utiliser blackScalls comme étant une variable dans une autre fonction pour faire des calculs. En quelque sorte, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu la formule de blackScalls, on a dans la formule de blackScalls, je vais vous la montrer rapidement sur Wikipédia. Hein. Voilà. Voici la formule qu'on essaie d'implémenter. C égale S0 fois ND1 moins K fois exponentielle de moins RT fois NDD. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est ce D1 là et ce D2 là, c'est des variables. Donc, on doit les définir. C'est des arguments. C'est des arguments donc de cette loi normale centrée réduite qu'on utilise ici. Et le D1 et le D2, ils ont des formules qui sont là. Alors, cette expression-là, ND2, elle peut avoir une interprétation. Elle peut avoir une interprétation quand elle est multipliée par K. K fois ND2 moins K fois ND2 représente l'espérance de décaissement, l'espérance que le code soit exercé. C'est l'espérance donc c'est-à-dire ND2 correspond à l'espérance que le put soit exercé. Non, c'est l'espérance que le call soit exercé. Et quand on le multiplie par K, ça devient l'espérance de décaissement. C'est-à-dire si on l'exerce, le call, on fait de l'achat, donc on paye de l'argent. Donc ce K-là, le K fois ND2 représente donc l'espérance que si on exerce notre call, ça c'est l'espérance de décaissement. Donc c'est l'espérance que l'on paye de l'argent. Voilà, en quelque sorte. Donc ND1 et ND2, c'est très facile, on va les calculer. Alors, elles représentent ND1 et ND2, pour ceux qui ont un peu fait des statistiques, ils représentent des Z. Vous savez, quand on prend la loi normale, on peut, quand on prend le tableau de la loi normale, le tableau de distribution, je ne sais pas si vous l'avez un peu vu, on peut disposer des Z, des petits Z, pour essayer de trouver des probabilités. Ou le cas contraire, on connaît la probabilité et on essaie de trouver les Z, la fonction de distribution. C'est exactement ce que nous allons faire ici. Donc, on va essayer d'implémenter D1 et D2 et ensuite coder notre formule. So, let's go. Donc, on a D1. Donc, on va définir D1 aussi comme étant une variable. Dim D1 as double. Ensuite, dim D2 as double. As double. Et donc, il faudra définir directement D1. Hein. Donc, on a D1 égale. Alors, vous avez ici une formule. D1 égale à, on vous dit que c'est ln de S sur K plus R plus N demi de sigma carré, le tout fois T divisé par S. Par contre, cette formule-là et cette formule-là, toutes ces formules qui sont là, c'est le cas d'une option qui ne verse pas de dividendes. Donc, vous voyez que la formule, elle est plus simple. Si on était dans le cas,
ce qui est d'ailleurs notre cas, où on a de la dividende, cette formule elle devient quoi? Le D1 va être égal à Ln de S sur K plus R moins Q plus 1 demi de sigma carré. C'est aussi simplement que ça. Par contre, ici, on aura S fois exponentielle de B moins R, le tout fois T. Mais B égale à R moins Q. Donc, R moins R vont simplifier. R et R vont se simplifier. R moins R vont se simplifier. Il va rester moins Q fois T ici en exposant. Donc, on aura S fois exponentielle de moins QT fois ND1 moins K fois exponentielle de moins RT fois ND2. Et pour obtenir P, il suffit juste de multiplier cette fonction par moins et on obtient notre, pour le put, le cas du put. Voilà. So, let's go and see what will happen. Donc, on a D1 égale. Donc, on avait dit que c'est D1 égale à quoi? C'est application. C'est application.ln. C'est application.ln, oui, c'est ça. De S sur K. De S divisé par K. C'est bon? Plus, on avait dit plus. Donc, c'est R moins Q. R moins Q plus sigma carré. Donc, V au carré. Donc, divisé par 2. C'est ça. Divisé par 2. C'est ça. Donc, divisé par 2, le tout fois T. Le tout fois T. Donc, divisé par le tout fois T, donc divisé par donc le tout divisé par donc sigma fois racine de T. Voilà. Donc sigma c'est V, donc fois SQR de grand T. Voilà. Voilà notre formule. Et pour obtenir D2, c'est facile. D2 égale à D1. Tu prends D1, tu retires. C'est D1 moins sigma, donc V, fois SQR de T. Voilà, en quelque sorte. Mais on aurait pu. Il y a une autre formule pour D2. C'est la même formule que celle-ci, là, mais il y a un petit changement juste. Je vais vous le mettre en commentaire. Après, je vais mettre ce fichier sur ma chaîne YouTube, hein. Donc, vous pourrez l'utiliser si vous ne voulez pas écrire le code. Donc, CTRL V. Et c'est juste ici qu'il faudra changer. À la place de plus, on va mettre moins. Voilà. Donc, on aurait pu faire le pricing en utilisant cette formule aussi. Donc, elle ne sera pas prise en compte. C'est juste, je l'ai mis en commentaire. D'accord? Voilà. Donc, on n'a pas fini. Donc, on a défini D1, on a défini D2. Donc, maintenant, on va dire à notre bail, à notre VBA, de sélectionner le cas put call. Là, vous allez voir maintenant l'importance d'avoir ajouté cette partie-là. Donc, on va dire select case call put call. Select case put call. Donc, on a case call. Quand on est dans le cas du call, donc, on va implémenter la formule. Hein. Elle est notée C. Donc, on va dire BS. Donc, call put est égal à. Aussi simplement que ça, la formule que je vous ai montrée là, c'est elle qu'il va falloir implémenter. Celle-ci. C'est cette formule-là qu'il va falloir implémenter. Elle est là. S0 fois ND1. Mais là, je vous ai fait une petite explication qu'il fallait rajouter une variable ici qui permet d'actualiser le Q, d'actualiser par rapport au taux de dividende. Donc, on va rajouter ici exponentielle de moins QT
Et après, notre formule, elle est intacte. So, let's go. On revient sur Visual Basic. Attention. Voilà, on a BS call put égal. Donc, on a dit que c'est quoi? C'est S. C'est S. Donc, fois exponentielle. Comme je vous l'ai dit, hein, moins Q fois T. Exponentielle, donc de moins Q. Oui, c'est ça. Fois T. OK? Le tout fois la loi normale, le ND1. Le ND1, c'est le FRNCR, donc de D1. On l'a déjà défini en haut, donc on peut l'utiliser dans le calcul. Ensuite, donc, c'est moins, donc K fois exponentielle de moins RT. Exponentielle donc de moins R, donc fois T. Le tout fois le FRNCR, donc de D2. Tout simplement. Notre formule, elle est correcte. Alors, là, c'est le cas du call. On va sélectionner le cas du put, case put. Case put. Très simplement. Donc, so, let's go. La formule donc de BS call put, donc correspondant au cas put. Call put correspondant au cas put est égal à. Alors, à K, attention, c'est moins cette formule. C'est-à-dire, vous prenez cette formule-là, vous la multipliez par moins. Aussi simplement que ça. Donc, quand on multiplie par moins, cette partie-là, elle va devenir positive. Donc, je vais la mettre en début de code. Donc, on va avoir K fois exponentielle de moins RT, de moins R, donc fois T. Donc, fois FRNCR de D de moins 2, 2. Voilà. Parce qu'on a multiplié par moins. Donc, de moins D2. Ensuite, plus. Donc là, c'est moins maintenant. S fois exponentielle. Je vais copier. Hein. On va pas tout écrire. Excusez-moi, il y a mon clavier, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il y a beaucoup de touches qui ne marchent pas. Et là, on va mettre moins D1. Et voilà. Notre formule, elle est... Là, elle est nickel. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à dire à VBA, parce qu'on avait commencé on a commencé une fonction select ici qu'il faut arrêter. Donc, il faut le dire d'arrêter la sélection. Donc, end select. Voilà. Donc, à partir d'ici, je crois qu'on est pas mal. On a écrit le modèle, vraiment, on a implémenté toutes les formules qui vont nous permettre de faire notre pricing. Donc, c'est toute cette formule. On va voir si on a très bien écrit. Et ça, je préfère les mettre entre parenthèses ici. Lui aussi. Lui aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'avais oublié d'enregistrer le fichier en tenant compte des macros, ce qui est très très important. Il faut faire un CTRL S. Et il faut enregistrer le fichier. Déjà, moi je vais l'appeler Black Schools. Black Schools. Black Schools 2. Parce que j'ai déjà un autre fichier qui s'appelle Black Schools. Et on l'enregistre en tant que classeur Excel prenant en charge les macros. Voilà. Et enregistrer. Et voilà. Donc, on voit bien qu'il est ici un XLSM. Voilà. Donc, moi, je crois qu'on est bien. Donc, on va vérifier un peu le code. Je crois qu'on a tout respecté.
qu'on ne s'est pas trompé. De toute façon, si on s'est trompé, on le saura sur notre code, hein. Alors, la deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Le code ici, il est sur la feuille. Vous savez que pour que ça marche automatiquement sur Excel, il faut créer un module. Donc, il faut insérer un module. Donc, on va insérer un module sur lequel on va copier tout notre code là. Et on va le coller. CTRL V. Et on enregistre tout ça. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut revenir sur Excel, essayer de voir si notre fonction, elle a marché, si notre travail a bel et bien marché. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, on va mettre ici. Put. Alors, pourquoi j'écris ces valeurs-là? J'écris ces valeurs-là pour vous montrer, c'est-à-dire, elles vont nous servir dans notre formule, parce qu'on a créé, vous vous rappelez qu'on a créé une variable qui s'appelait putCall. Et c'est une variable qu'on utilise pour sélectionner le cas, s'il s'agit d'un cas call, s'il s'agit d'un cas put. Donc la machine, elle va essayer VBA va essayer de deviner. S'il s'agit d'un call, elle va attribuer la formule qu'on a saisie, qu'on a déjà enregistrée, et ça va se faire de manière automatique. Donc c'est pour ça que j'écris ces deux-là ici, et elles vont participer dans l'écriture de notre calcul. D'accord? So, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour tester notre formule déjà, on va essayer de l'appeler. Parce que si elle n'apparaît pas ici de manière automatique, c'est qu'on n'a pas bien enregistré. Donc, BS, vous voyez, il apparaît directement. BS call put, la formule qu'on a créée, elle est enregistrée maintenant en tant qu'une fonction sur VBA, sur Excel. Voilà. Donc, on a BS call put. Alors, dans notre formule, il y avait quoi? Donc, dans la définition de BS call put, on avait défini des variables, si vous vous rappelez. On avait défini S as double, K as double, R as double, T as double, V as double, Q as double. Eh bien, il faut respecter l'ordre qu'on avait défini là-bas. Donc, on avait dit S, on met point virgule, K, point virgule, R, point virgule, T, point virgule, V, point virgule, Q, point virgule. Et on va faire le cas du call. On est sur le cas du call. On avait dit un select. On avait fait un select sur case call put. Et on avait dit que c'était une variable caractère. C'est qu'on respecte d'ailleurs ici. Donc on sélectionne call. On ferme. Et bam. Alléluia. Ça marchait. Donc, cela veut dire que notre call, compte tenu de toutes ces informations, là, on vient de pricer notre call. Il vaut 2,12 à peu près. En arrondissant. Ce qui est très cool. On l'a fait de manière automatique. Voilà. Et ce qui peut être très important quand il s'agit de faire varier et d'essayer de voir les évolutions du prix de notre action dans le temps. Du cours de du prix de notre option dans le temps. Notamment en faisant varier le ST, le cours de l'actif sous-jacent, ou en faisant varier la volatilité. Je vais vous expliquer un peu plus ça en détail. Mais essayons de voir ce que ça donne pour le put. Donc on a BS call put, il est là. Donc on sélectionne P1, point virgule, PK, point virgule, R, point virgule, T, point virgule, V, point virgule, Q, point virgule, et on est dans le cas du put. Voilà. Je vais vous montrer un truc très simple. Supposons ici, je vais vous envoyer déjà sur Visual Basic. Regardez ici, quand on a dit case call, il est écrit avec C majuscule. Et quand on écrivait ici put call, on avait commencé le put par P majuscule et on avait commencé le call par C majuscule. Dans le cas du put aussi, on l'avait écrit avec P majuscule au début. Si dans Excel, on s'était trompé et qu'on mette un C minuscule, regarde, je vais réappliquer la formule. Il va te donner 0. Parce que c'est pas ce que tu lui as dit. Donc, on se rend compte que VBA, il est case sensitive. En anglais, on le dit, il est case sensitive. Il est sensible à la casse.
il faut respecter vraiment ce que vous écrivez. Si vous écrivez en majuscule dans VBA, il faut respecter ce que vous avez écrit là-bas. Ici, sur Excel, pour pouvoir bien faire votre travail. Tu vois, ça te donne déjà faux. Voilà. Ça te donne 0. Donc, regarde, si on change, si on met le C majuscule pour respecter l'écriture qu'on a mis là-bas, tac, la formule revient. Donc ça, c'est très important. Il est pied sensitive. Donc il faut tenir compte de tout ça. Voilà, donc on vient de pricer. Donc si cette option c'est un call, il vaut 2,11. Il vaudra 2,11. Et si c'est un put, il vaudra 2,72. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce qui serait plus important, c'est d'essayer, par exemple, de faire varier, le ST. On va dire ça, c'est le prix. Déjà, je vais essayer d'embellir un peu ça. On va mettre un peu de couleur. Donc, supposons que je mette les ST ici, que je vais faire varier. Supposons qu'on commence à 40. On va commencer à 45. 45. 45. Et on va prendre 0,5. On va prendre 11. Allez, on va prendre 40. J'essaye de m'arranger de telle sorte que notre strike K se trouve dans, c'est-à-dire à équidistance des valeurs, c'est-à-dire que notre cas là, le cas qui est des valeurs avant et après K, pour pouvoir faire une analyse dont je vais vous parler après. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire ces petites combinaisons. On va prendre K allant de 40 par exemple. Et on va choisir un pas. Et on va dire que S0, on va appeler ça S0. S0 est égal à 40. Et que on va mettre une raison D 0 qui est égal à, allez, on va dire 0,5 pour aller plus vite. 0,5. Allez, so let's go. Donc on a 40, 40,5. 40,5. Voilà. Et là, on peut tirer. Je vais me limiter à 140. Contrôle direction. Ok. Donc, voyons voir ce qu'on a à faire ici. Donc, on va essayer d'appliquer le Black Code sur ces différentes valeurs et essayer de voir comment se comporte le prix du call et le prix du put en fonction de l'évolution du cas. Voilà. So, allons-y voir. Donc, on va saisir notre formule. BS call put. C'est BS call put. Elle est là. Donc, on va lui dire, c'est le ST. Par contre, on va plus prendre ce ST là, on va prendre celui-là parce qu'on veut faire le calcul sur cette partie. On va commencer à 40. Donc, c'est 11. Donc, on va mettre fonction F4, mettre les dollars, point virgule. Ensuite, K, fonction F4. Ensuite, R, fonction F4. Ensuite, T, fonction F4. Ensuite, V, fonction F4.
ensuite Q, fonction F4. Et donc, ensuite, il faut, c'est pas fini, hein. Ensuite, donc, il faut sélectionner le call et le put. Voilà. Ensuite, donc, on a fonction F4. Voilà. Et donc, ici, ce qui va être important pour nous, c'est de pouvoir faire le calcul sans répéter à chaque fois la formule. Donc, pour cela, vous savez que quand on met les dollars, on met fonction F4 là, quand on met les dollars, ça permet de fixer, quand on a mis C11, ça veut dire qu'on a fixé cette valeur, elle est la même dans toute la formule. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on a besoin ici? On sait que le premier dollar, il fixe quoi? Le premier dollar, il fixe la colonne. Et le deuxième dollar, il fixe la ligne. Donc nous, ici, là, on n'a pas besoin de fixer la ligne. On a besoin de faire varier la ligne, mais tout en restant sur la case colonne. Ici, quand on est ici dans cette formule, donc on n'a pas besoin de fixer la ligne. Donc ici, on enlève. Mais par contre, on souhaite rester sur cette colonne, c'est-à-dire sur le cas du call. C'est ce qui se passe ici. Mais par contre, on va lui dire, par contre, pour le call, après avoir fini de faire le calcul ici, je souhaite bien me déplacer en ligne, c'est-à-dire en colonne, mais pas en ligne. C'est ce qui va te permettre de passer du call au put sans être obligé de refaire la formule. Vous allez voir, c'est très très pratique. Donc tu enlèves le premier dollar donc qui fixe la colonne. Donc si tu fermes et entrer. Donc là, on a ce qu'on a obtenu. Donc tu peux tirer. Tu peux voir que ça s'est déplacé en ligne sans que tu ne sois obligé de sélectionner à chaque fois. Donc, on y va. Hein. Donc, on va tirer tout ça jusqu'à la fin. Attention. Voilà. OK. Donc, on remonte. Contrôle direction. Ensuite, de quoi on a besoin ici? Donc, c'est très simple. Là, on n'a pas besoin de réécrire la formule. Il suffit juste de tirer. Vous allez voir qu'il s'est déplacé parce qu'on l'avait dit que pour cette, cette colonne call là, qu'on pouvait se déplacer en ligne. On avait déjà prévu cette colonne, donc il est passé du call au put directement. Donc E10 là correspond au put. C'est très important dans les calculs. Donc là aussi, donc on peut tirer directement. Et faire de très très bons calculs. Yes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on a pricé vraiment, on a essayé de voir. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir si notre option est at the money, ce qu'on appelle at the money, à la monnaie, in the money, dans la monnaie ou out of the money. Out of the money. Voilà. Je vais essayer de... Alors, donc on va sélectionner le cas du call et le cas du put. Alors, une option, elle est dite à la money lorsque le ST at the money ou à la monnaie, ST, lorsque ST égale à K
Pareil pour le put. Lorsque ST égale à K, on dit que l'option est à la monnaie. Maintenant, l'option est dans la monnaie. Pour un call, c'est lorsque le ST est supérieur à K. C'est le contraire pour l'autre. Lorsque le ST est inférieur à K. Et il est out of the money lorsque le ST est inférieur à K. Et là, c'est lorsque le ST, attention, là, c'est lorsque le ST, donc, il bug mon clavier là. Lorsque le ST, donc, est supérieur à K. Voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu. Alors, on suppose que quelqu'un qui achète un call aujourd'hui à 20 euros. Quelqu'un qui achète un call, lui, il suppose que le cours de l'action va évoluer, que le cours de l'action va monter. C'est ce que la personne suppose. Donc, elle suppose que le cours de l'action va monter. C'est-à-dire que je me dis, par exemple, que le CAC 40, dans 2 mois, le CAC 40 va très bien se porter. Au lieu de coûter 20 euros, il va coûter 30 euros dans 2 mois. Je me dis, OK, je vais acheter un call sur le CAC 40, sur l'indice CAC 40, et à 20 euros. Et donc, à l'échéance, moi, j'ai la possibilité d'acheter ce call à 20 euros, alors que sur le marché, il coûte 30 euros. Donc, je l'achète à 20 euros. Sur le marché, je peux le revendre directement à 30 euros et me faire un petit bénéfice de 10. En gros, c'est ça. Et donc, si l'option respecte cette intuition que j'ai eue, c'est-à-dire lorsque le ST est supérieur à cette intuition que j'ai dit, est égal, c'est-à-dire lorsque le cours de l'action est supérieur au strike K, que je m'étais fixé, on dit que mon option est dans la monnaie. C'est-à-dire, elle a respecté mes anticipations. Si c'est le contraire, si le prix il baisse, si le prix de l'action il passe à 10, je me suis dit que le CAC 40 il va monter à 20, à 30. Mais malheureusement, il s'est cassé la gueule. L'indice CAC 40 s'est cassé la gueule, il est passé à 10. C'est moi qui perds. Parce que, à l'échéance, j'ai la possibilité d'acheter cette quantité du CAC 40, mais à un prix plus élevé que celui du marché. Donc, je n'ai pas intérêt à exercer cette option. Dans ce cas, on dit que l'option est out of the money, c'est-à-dire elle est en dehors de mes espérances, en fait. Elle est pas, elle est en dehors de mes espérances. En gros, c'est ce que ça veut dire. Et dans le cas d'un put, c'est exactement le contraire. Dans le cas d'un put, si par exemple, j'achète un put à 20 euros ici, aujourd'hui, et je m'engage, c'est-à-dire à vendre une quantité d'actions à 20 euros aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait dans mes études, j'ai fait mes analyses techniques et je me rends compte que le cours, par exemple, du CAC 40 va se casser la gueule. C'est-à-dire, il va passer de 20 à 5, par exemple. Moi, j'ai anticipé ça. Donc, moi, je vais voir une banque, une institution. Je dis, OK, je vais vous acheter, je vais vous vendre du CAC 40 dans 2 mois, mais à 20 euros. Voilà. Si dans 2 mois, moi, j'ai intérêt à ce que le cours de l'action baisse, c'est-à-dire qu'il passe de 20 euros à 5 euros. En tout cas, qu'il baisse, qu'il ne soit pas supérieur à ça. Parce que si le cours de l'action, il augmente, moi, je serai obligé d'acheter l'action à 30 euros. Par exemple, supposons que le cours de l'action passe à 30 euros. Si le cours de l'action il passe à 30 euros, ça devient moins intéressant pour moi. Ce qui veut dire que mes anticipations n'étaient pas bonnes. Moi, je me suis dit que le CAC 40 va se casser la gueule, mais c'est pas. Finalement, le CAC 40 se porte très bien. Donc, et moi, je m'étais engagé à vendre une certaine quantité du CAC 40 à quelqu'un au coût de 20 euros. Sauf que le CAC 40, il coûte 30 euros sur le marché maintenant. Donc, si j'exerce cette option, cela veut dire que je vais acheter les options à 30 euros sur le marché et les revendre à 20 euros. Non, je n'ai pas intérêt à exercer cette option. C'est-à-dire où je vais vendre cette option à 20 euros alors que j'aurais pu les vendre à 30 euros sur le marché. Donc, je perds de l'argent. Par contre, si le marché a respecté ce que mon intuition, c'est-à-dire que le prix s'est cassé la gueule, il est passé à 5 par exemple,
Cela veut dire que à l'échéance, je peux exercer, moi j'ai intérêt à exercer mon option parce que je peux acheter le CAC 40 à 5 euros l'unité et donc et le revendre à 20 euros pour me faire un bénéfice de 15 sur chaque action. En gros, c'est ce que je voulais vous montrer. Ce qui est d'ailleurs peut être vérifié ici sur les calculs qu'on a fait. Donc, si on prend notre ST, déjà on va déterminer notre at the money. Il est là. Je vais essayer de le colorier. Voici notre at the money. Il correspond, c'est le lieu où notre strike il est égal à 49. Oh, il est égal à 49 ou 50? Attention. Notre strike. Attention, notre strike il est égal à 50. Je suis désolé. On va le supprimer. Ce n'est pas lui. C'est ici. C'est celui-ci. Voilà. Voici notre at the money. Il est là. Notre valeur at the money, c'est le lieu où le strike est égal au cours de l'actif sous-jacent. Là, on est at the money. Donc, notre option est à la monnaie. C'est-à-dire, du coup, on voit que plus le cours de l'action il augmente, plus nous gagnons avec plus le prix du cours il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Mais par contre, plus le prix il baisse, plus le prix baisse, on voit que la valeur est diminuée, elle va continuer comme ça jusqu'à l'échéance. Et à l'échéance, à un moment donné, on n'a pas intérêt à un moment donné où ça va valoir zéro, en fait, où on va perdre de l'argent. Donc, on n'a pas intérêt à l'exercer. D'accord? Donc, avant 50, pour le call, on dit qu'on est out of the money. Par contre, à partir de 50, toutes les valeurs qui vont venir en bas, on dit qu'on est in the money. C'est le contraire pour le put. Pour le put, par contre, plus le cours il augmente, parce que nous on a parié que le cours va se casser la gueule. Donc plus le cours il augmente, plus nous perdons de l'argent. C'est-à-dire on part de, regarde, plus le cours il augmente, on part de 9, 9, ensuite 8, 8, 4, 6, 5, 4, 3, 2, et ça va continuer comme ça jusqu'à se casser la gueule. Et regarde, on va aller vers des valeurs 0,5, 0,28, 0,000000000, 0,00, quasiment nul en fait, on ne gagne plus rien. Donc pour le put, avant le strike, on dit qu'on est in the money. C'est-à-dire, avant, pour toute cette plage-là, on dit qu'on est in the money pour le put. Et après, on dit qu'on est out of the money. C'est le contraire pour le call. Donc, le in the money du call correspond au out of the money du put. Le out of the money du call correspond au in the money du put et le in the money du put correspond au out of the money du call. Voilà. En gros, c'est ce que je voulais vous montrer un peu. Et on peut s'amuser aussi à voir le graphique, déjà, qui peut nous permettre le graphique montrant la prime du call et du put. On va voir. Attention, contrôle direction. Désolé, j'ai pas sélectionné. On va y aller, ça va se faire tout seul. Excusez-moi, mon PC il bug beaucoup, énormément. Bon, allez, je ne vais pas prendre toutes les valeurs. Je vais me limiter là. On va juste voir l'évolution des courbes, au fait. Donc, on va venir dans... On va insérer un graphique, insertion, graphique. Et on a ici un graphique qu'on nous propose. Hein. Il est là. Très, très beau.
Vous voyez le prix du call qui augmente et le prix du put qui descend. Par contre, ce graphique, je crois pas que ce soit le bon. Je vais vous proposer une autre vidéo où on va vraiment parler des graphiques. Là, c'est où on va vraiment essayer d'interpréter les graphiques en faisant varier en fonction du ST. Vous allez voir ce que ça peut donner de très 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 intéressant. Donc, j'espère que vous aurez appris beaucoup avec cette vidéo. Je vais faire dans une prochaine vidéo le modèle, je vais vous apprendre comment implémenter le modèle binomial, le modèle par les arbres binomiaux, l'évaluation d'options par les arbres binomiaux. Et je vais aussi vous parler de la simulation Monte Carlo. Voilà. Donc, et beaucoup d'autres choses. On va aussi, je vais faire aussi une vidéo sur les gestions de portefeuille, c'est-à-dire sur les calculs de performance de portefeuille, en calculant le ratio de Traynor, le ratio de Sharpe, le bêta, l'alpha de Jensen, pour essayer de prendre des décisions et on va faire même de l'optimisation, d'accord, en utilisant le tracking information, le tracking error. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai fait. Je vais les mettre sur ma chaîne YouTube en mode privé. Et j'espère que vous apprécierez. Voilà. Merci beaucoup et à très très bientôt sur ma chaîne. Voilà. Merci et bon apprentissage.